suis en charge de l'unité de recherche sur les maladies chroniques à South African Medical Research Council. Donc, je suis un de vos co-modérateurs pour cet après-midi. Et donc, je me chargerai de la première partie et Emmanuel, qui est mon co-modérateur, viendra en seconde partie pour ce qui est des questions-réponses. Donc, pour ce soir, nous avons trois keynote speakers, pas seulement deux, comme vous voyez sur le programme. Et donc, nous allons écouter le docteur Pengetse Yolande, qui est pédiatre et aussi biologiste moléculaire, actuellement basé à Dallas, et qui nous parlera du virus, du COVID-19, le virus, ses mutations, ainsi que des vaccins. Elle sera suivie par le docteur Valentin Ebobetson, qui est aussi basé à Dallas et qui est médecin interniste et co-investigateur sur le vaccin de Moderna. Donc, il actualisera certainement ce qui nous a dit la semaine passée pour ce qui est des vaccins sur le COVID. Lui, après, on écoutera, on espère, le professeur Daniel Kedi, qui est donc maître de conférence, elle est pédiatre maître de conférence, actuellement directeur de l'hôpital du district de Dedo à Douala. Et donc, ça, c'est pour les keynote speakers. Et donc, en seconde partie, nous écouterons le professeur Evelyne Ma, qui est aussi pédiatre, maître de conférence et actuellement vice-doyen de médecine de Yaoundé et conjointement chef du département de pédiatrie à l'hôpital gynéco-obstétrique à Yaoundé. Décidément, c'est la soirée des pédiatres et donc un autre pédiatre la suivra. Cette fois-là, c'est le docteur Akazon, Christophe, qui est aussi pédiatre, allergologue à l'hôpital général de Douala. Et il sera suivi par le docteur Jean-Jacques Fondor, qui est médecin gynécologue obstétricien, basé au Canada. Et enfin, nous écouterons le docteur Zaccheus Ebongo, qui est médecin ophtalmologue, fil épidémiologiste et délégué régional de la santé publique pour le Sud-Ouest. Donc, pour ce qui est de housekeeping, donc je vais inviter les participants au fur et à mesure que le webinaire est en cours, s'il vous plaît, de poster vos questions dans la fenêtre de discussion et comme ça, Emmanuel se chargera de les répercuter aux intervenants le moment venu. Mais néanmoins, dans la seconde partie, il y aura aussi une section réservée aux questions orales. Merci André Pascal, merci à tous, à Limbo, La Graine, d'organiser ce séminaire. Je crois que nous en apprenons plus même que nous en apportons, mais je vais essayer de rester brève. Next slide. D'accord. Donc, nous voulons encore parler du virus du COVID-19, mais cette fois-ci, nous voulons parler des implications avec la prise en charge vaccinale. Une fois de plus, nous avons vu ceci la fois dernière, mais c'est bon de se rappeler ce qu'est un virus. Et je crois, une fois de plus, c'est un clin d'œil à la 23e promotion. C'est une question qui nous est posée assez souvent. Et la réponse est un virus, c'est juste un matériel génétique entouré de protéines de membrane. Ce n'est pas quelque chose de vivant tout seul. Ça ne devient vivant que quand ça rentre dans une cellule, s'accapare de l'appareil cellulaire pour se reproduire et pour survivre. Donc, sans rentrer dans la cellule, le virus ne survit pas. Next slide. Donc, le SARS coronavirus 2, c'est le virus qui cause le COVID-19 ou la COVID-19, comme c'est dit. C'est un virus à ARN, information pas nécessairement importante, enveloppe dérive des cellules et qui a, comme tous les autres virus, des protéines structurelles et des protéines non structurelles, comme vous pouvez le voir à la gauche. La prochaine diapo. Dans les protéines structurelles, il y a la protéine S qui est très importante parce qu'elle participe à la physiopathologie de la maladie. C'est elle qui est responsable de la fusion cellulaire et c'est une fusion cellulaire très spécifique. Elle reconnaît un récepteur, elle s'y attache et elle rentre dans cette cellule. Ça veut dire que les cellules qui n'ont pas ce récepteur ne seront pas directement attaquées par le virus.
vont l'être indirectement. La protéine E, protéine de l'enveloppe, la protéine M, une protéine de la membrane, et le nucléocapsule, la protéine N, qui protège l'ARN contre la destruction. Mais il y a aussi les protéines non structurelles. La plus importante d'entre elles, c'est l'ARN polymérase, ARN dépendante, qui est responsable de la réplication virale une fois que le virus est rentré dans une cellule. Et réplication ici veut dire multiplication. Next slide. Donc, voici une fois de plus les étapes de la réplication virale. Vous pouvez voir, le virus s'attache au récepteur, est absorbé dans la cellule, libère l'ARN, qui est son matériel génétique. Son matériel génétique est utilisé pour produire des protéines virales qui vont constituer le virus, mais aussi pour reproduire ce même ARN-là en utilisant l'ARN polymérase. Et puis, le virus est reconstitué, il ressort de la cellule. Et s'il y a suffisamment de virus qui ressortent d'une cellule comme ça, ils vont détruire la cellule parce qu'ils vont emporter toute la membrane cellulaire. Et ça participe de la destruction cellulaire. Prochaine diapo. Donc, voilà les mécanismes de destruction cellulaire. On en a parlé la fois dernière. Mécanisme de destruction directe, comme on vient de le dire, le virus rentre, se réplique en sortant et détruit la cellule. Mais les destructions indirectes également, qui cette fois-ci sont dues à notre réaction immunitaire, qui pour certaines personnes et dans certaines circonstances, nous allons en parler d'ici peu, peuvent créer une tempête de cytokines qui entraîne une destruction cellulaire anarchique, crée un cercle vicieux et les destructions s'engagent et continuent. Donc, ces cellules qui ont ce récepteur précis, qui est le récepteur ACE2, les cellules où on les retrouve sont les cellules épithéliales respiratoires et digestives, mais aussi les cellules du système cardiovasculaire comme dans les artères. Donc, ces récepteurs dans les artères peuvent expliquer en partie pourquoi les hypertendus tendent à faire une maladie un peu plus grave et avoir une hypertension moins bien contrôlée quand ils font la maladie. Prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, quels sont les objectifs d'un vaccin? Commençons par là. Les objectifs d'un vaccin il y en a deux sur le plan moléculaire. Premier objectif, c'est d'induire une réaction immunitaire protectrice. C'est important de comprendre protectrice. C'est-à-dire créer ce qu'on appelle des anticorps neutralisants. Ce sont des anticorps qui peuvent attraper le virus et l'empêcher de causer des infections, ou bien des lymphocytes T neutralisants. Les lymphocytes, c'est les globules blancs qui détruisent le virus. Parce que de l'autre côté, il faut éviter une réaction immunitaire aberrante, c'est-à-dire des anticorps qui vont aggraver la maladie. Je vous montre le panel de la figure là à gauche en bas vous montre comment ces anticorps peuvent aggraver la maladie. D'une part, il y a des anticorps qui vont en réalité prendre le virus et encourager sa rentrée dans les cellules pour qu'il se reproduise et qu'il détruise la cellule. Il cause une infection plus grave. Mais de l'autre côté, il y a des anticorps qui s'attachent au virus et qui déclenchent donc ces réactions immunitaires excessives qui détruit davantage l'organisme. Donc, ça, c'est la réaction que nous voulons éviter avec le vaccin. Je vais vous montrer les implications moléculaires tout à l'heure. Mais un deuxième aspect important, c'est quand nous choisissons les cibles pour le vaccin, il faut éviter d'utiliser comme cible une protéine qui peut causer une réaction immunitaire anormale. Par exemple, dans le vaccin, dans le COVID-19, le SARS coronavirus 19, une protéine qui s'appelle ORF8, c'est juste un nom qu'on lui a donné, a tendance à bloquer l'efficacité des lymphocytes. Donc, si vous introduisez cette protéine dans l'organisme, non seulement elle ne va pas induire une réaction immunitaire appropriée, mais elle risque de réduire la capacité de votre organisme à combattre l'infection. Donc, c'est une très mauvaise cible vaccinale et vous verrez dans la prochaine diapo, prochaine diapo, s'il te plaît. Et je voulais revenir donc à ces objectifs et ramener ces objectifs-là à des objectifs plus concrets sur le plan de la santé publique et clinique. C'est-à-dire que nous voulons produire ces anticorps neutralisants et ces lymphocytes neutralisants, éviter les effets indésirables du vaccin parce que nous voulons protéger contre l'infection, réduire la sévérité de l'infection pour ceux qui ont quand même l'infection après avoir été vaccinés, mais aussi réduire la transmission communautaire avec une cible d'atteindre au moins 70 à 80% de gens dans la communauté immunisés pour créer ce qu'on appelle le herd immunity. C'est comme une immunité de troupeau ou de groupe, mais effectivement minimiser les effets indésirables du vaccin. Prochaine là.
Donc, quelles sont les implications de ces objectifs du vaccin sur l'autorisation de mise sur le marché? Le docteur Rebou va vous parler de ça de façon plus détaillée, mais sur le plan moléculaire, il est important, dans la phase 1 de l'évaluation d'un vaccin, on utilisait des sujets sains. C'est un petit échantillon, mais le but ici, c'est de mesurer quel est le type d'anticorps que nous produisons. Sont-ce des anticorps neutralisants ou pas? Y a-t-il des réactions aberrantes? Donc, ça, c'est le but le plus simple initial d'une phase 1. C'est de savoir comment nos organismes réagissent au vaccin. Puis maintenant, on passe à la phase 2. On agrandit un peu l'échantillon, on prend maintenant des individus à risque et on se dit, est-ce que ces anticorps que nous avons produits qui étaient de bonne qualité protègent contre l'infection et quels sont les effets indésirables les plus fréquemment rencontrés? Petit échantillon, puis la phase 3, on agrandit l'échantillon et non seulement on évalue une fois de plus l'effet de la protection, mais on peut identifier les effets indésirables rares à ce moment-là. Next slide. Donc, les cibles vaccinales qui ont été les plus utilisées pour le COVID, en réalité, c'est la protéine S seule, c'est-à-dire qui est celle pour laquelle les vaccins ont avancé pour arriver à des essais cliniques pour le moment. Donc, le but ici, c'est d'empêcher la fusion, l'entrée et l'infection, mais aussi de provoquer la destruction du virus une fois qu'il est neutralisé par ses anticorps ou bien qu'il est identifié par ses lymphocytes. Bon, les protéines M et N aussi peuvent être de bonnes cibles vaccinales, même si elles n'ont pas été utilisées jusque-là. Et comment est-ce qu'on en est arrivé à sélectionner ces cibles-là? C'est basé sur les observations qu'on a eues avec les micro-épidémies de coronavirus antérieures, le SARS, le MERS, et puis maintenant le COVID-19. Alors, on s'est rendu compte que les protéines S, M et N tendent à induire la production d'anticorps neutralisants. Par contre, la ORF 8 tend à réduire la réaction immunitaire. Donc, on s'est concentré sur la protéine S comme cible vaccinale. Prochaine lance. Les types de vaccins, le docteur Rebou va vous en parler et il y a beaucoup plus de gens sur ce panel qui en savent plus que moi. Je voulais juste vous parler des mécanismes d'action de ces vaccins-là. Donc, vous avez entendu parler des virus vivants atténués. On prend un virus, on l'atténue. Alors, quand on vous l'injecte ou on l'administre, vous faites une maladie atténuée. Donc, vous produisez, ça vous crée une immunité robuste. Les virus inactivés sont des virus tués. Donc, on prend les virus, on les tue, on vous les injecte. Ils vont créer une induction, ils vont induire une réaction au virus entier. Mais l'un des risques des virus inactivés, particulièrement pour les infections respiratoires, c'est les réactions aberrantes dont on parlait tout à l'heure qui aggravent la maladie plutôt que de la réduire. Par exemple, on a vu ça avec tous les vaccins qu'on a essayé contre la fièvre dengue, parce qu'il y a plusieurs variantes de ce virus-là. Si un virus neutralise un sous-type, mais ne neutralise pas l'autre, il risque de causer une infection plus grave. Ici, plus près des pédiatres, vous connaissez l'infection respiratoire syncytiale, ça cause ce qu'on appelle la bronchiolite. On a essayé un vaccin, c'était un virus inactivé et ça a été une calamité. Les enfants qui prenaient le vaccin mouraient plus. Donc, il est très important de s'assurer que le vaccin ne cause pas cette réaction et ces réactions ont été observées jusque-là pour les virus inactivés, pas tellement pour les autres formes de virus. Et puis, il y a les deux autres types de vaccins, les protéines recombinantes, c'est-à-dire qu'on produit une protéine virale, une seule. On n'essaye pas de réagir contre tous les éléments du virus, on choisit une, comme la protéine S, même pas toute la protéine S, des cibles particulières sur la protéine S. On la produit dans une bactérie ou dans un champignon et on vous injecte la protéine purifiée et vous réagissez contre ça. Le seul problème, c'est que ce sont des vaccins qui ont besoin de plusieurs injections pour marcher. Et puis le dernier, c'est celui, la nouveauté, le vaccin qu'on utilise le plus couramment contre le COVID, qui est le matériel génétique. C'est l'ADN, l'ARN ou bien des virus recombinants. Et ici, ce qu'on fait, c'est qu'on vous injecte le matériel génétique du virus, mais d'une partie cible du virus. Par exemple, d'une portion de la protéine S, votre organisme lui-même produit la protéine et puis réagit contre la protéine. Et la prochaine diapo va vous montrer un peu un schéma de comment ça se passe. Prochaine diapo. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, l'ARN ici est emballé dans un lipide. Et j'ai mis ici en bas du tableau, là en bas à gauche, vous voyez, c'est juste pour montrer le virus naturel et comment plus haut l'ARN viral, le vaccin à ARN fonctionne. C'est un vaccin qui est fait pour imiter le virus naturel, mais il n'a pas la virulence parce qu'il n'a qu'une portion
de ce virus n'a pas tout le contexte pour détruire la cellule. Alors, vous voyez, l'ARN est injecté dans la cellule, produit la protéine est excrétée, et puis maintenant, les macrophages phagocytent cette protéine et les présente aux lymphocytes T. C'est la réaction immunitaire naturelle, et maintenant, vous pouvez produire les anticorps neutralisants et les lymphocytes cytotoxiques contre la protéine S. Et ici, la protection est ciblée, elle est robuste. Les réactions aberrantes sont inexistantes, du moins par ce qu'on a observé jusque-là. L'efficacité est excellente à plus de 90%. Ces vaccins protègent contre les infections modérées et sévères. Pour le moment, nous n'avons pas les données sur la prévention de la transmission. Donc, c'est l'une des cibles, l'un des objectifs du vaccin dont nous ne sommes pas sûrs que nous avons atteint en utilisant ces vaccins. Mais l'observation dans le temps nous le dira. Prochaine diapositive. Donc, les vaccins et la charge virale, nous avons parlé la fois dernière des différents exemples illustratifs de charge virale. La charge virale infectieuse, c'est le nombre de virus qui se retrouvent dans une particule qui va transmettre le virus. Par exemple, nous avons parlé des aérosols, des fines particules. Vous respirez, ça traverse dans l'air, les gouttelettes, qui sont un peu plus grandes, un peu microscopiques, et puis les grosses gouttes qui sont beaucoup plus visibles. Alors, je vais encore poser une question. Je ne vais pas vous demander de répondre là, mais c'est juste une question pour vous faire réfléchir. Comment pensez-vous que le vaccin va affecter la charge virale infectieuse? Est-ce que vous pensez qu'il va l'augmenter ou la diminuer? Et j'espère que tout le monde est bien éveillé. La réponse est, nous espérons qu'il diminue la charge virale parce qu'il aura prévenu la réplication du virus. Donc, on a moins de virus, dans les sécrétions respiratoires, donc on les transmet beaucoup moins. Donc, le but ici, c'est d'utiliser le vaccin pour réduire la charge virale. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de ce... Prochaine slide. Est-ce que... Il y a quelqu'un qui a peut-être besoin d'être muté, puis on a du feedback là maintenant. OK, donc, non, prochaine merci. Donc, nous avons parlé des mutations. Nous avons dit la fois dernière que malheureusement, le virus, ou peut-être heureusement, a une réplication très infidèle. Au contraire des organismes matures comme l'organisme humain, les virus ont tendance à avoir beaucoup de mutations. Ce qui veut dire que plus ils se multiplient, plus ils mutent. Et quand la transmission communautaire est élevée, le nombre de réplications est élevé, donc le nombre de mutations est élevé. Donc, et nous avons dit que les mutations les plus importantes affectent la contagiosité, la sévérité de l'infection, la réponse au traitement et la réaction immunitaire, y compris la réponse au vaccin. Donc, le point que je veux faire avec les mutations ici, c'est vous dire qu'il y a des implications moléculaires, des implications sur le virus, de comment nous nous comportons dans la communauté. Il n'y a pas que le virus qui nous attaque, nous aussi, notre comportement va entraîner une modification du virus. Et oui, les communautés où la transmission est élevée sont celles où on tend à sélectionner le plus de mutants sévères. Prochaine diapo. Prochaine diapo. OK. Donc, une fois de plus, nous pensons ici, nous réfléchissons à une mutation. Supposons qu'on a un vaccin contre une partie de la protéine S, et puis, à cause de la pression et la transmission communautaire, cette partie de la protéine S mute et diminue l'affinité des anticorps vaccinaux pour la protéine S. Que pensez-vous qu'il arrivera de l'effet protecteur du vaccin? Pensez-vous qu'il sera le même, qu'il sera réduit, qu'il sera augmenté? Et je peux dire, sans que naturellement, l'effet va être réduit. Maintenant, ça, c'est une question que je voudrais que vous essayiez de répondre dans le chat. Là. Postez dans le chat votre réponse. Laquelle population est la plus protégée? Imaginez une population vaccinée où le port de masque est élevé. Une population vaccinée où le port de masque est très bas. Une population non vaccinée. Laquelle pensez-vous qu'elle est la plus protégée contre les vaccins? Je vous donne contre le virus. Je vous donne 10 secondes pour répondre dans le chat et on pourra... Merci. Je vois des réponses. Oui, la population vaccinée et qui porte les masques sont les plus protégés. Oui, le but éventuellement, c'est de ne plus porter de masque, mais tant que la transmission communautaire n'a pas été contrôlée, il est important
important de porter les masques, de continuer à respecter les mesures de distanciation sociale, y compris quand on n'a plus le vaccin, parce que jusqu'à ce qu'on contrôle la transmission. En général, le but qu'on veut atteindre, c'est une transmission de moins de 5% dans la communauté. Jusqu'à ce qu'on arrive là, on est à risque de développer des mutants et que le vaccin échappe, et que ce mutant échappe à la protection vaccinale. Prochaine diapositive. Alors, donc, cette diapo résume ce que je voulais dire là, qui est que le vaccin va continuer à poursuivre les mutations. Il faudra adapter les vaccins pour rattraper les mutations, mais la meilleure chose, et vous avez des pédiatres sur ce panel, et nous ne vivons que de prévention, la meilleure chose, c'est la prévention. Et nous pouvons prévenir ces mutations en réduisant la transmission communautaire pour éviter qu'on ait à adapter les vaccins et que nous ayons à recevoir plusieurs vaccins juste pour nous protéger contre cette pandémie. Prochaine diapo. D'accord. Et on a parlé de ces mythes la fois dernière. J'y reviens juste parce que nous parlons des vaccins, mais premièrement, les vaccins à ARN ne peuvent pas modifier le génome humain. En partie parce que pour que un matériel génétique s'intègre dans votre génome, ça doit être de l'ADN. Et pour transformer de l'ARN en ADN, il faut une reverse transcriptase. Les virus qui peuvent faire ça apportent avec eux leur reverse transcriptase. Donc, tant que nous n'avons pas de reverse transcriptase, il n'y en a pas de naturel dans la cellule humaine, nous n'allons pas convertir l'ARN en ADN. Et deuxièmement, il faut convertir en ADN. Cet ADN doit être intégré dans votre cellule. On a besoin d'une enzyme pour ça qui s'appelle l'intégrase. Et tant que vous n'avez pas cette intégrase, vous ne pouvez pas mettre cet ADN dans le noyau. Donc, les risques de modification du génome humain par les vaccins à ARN sont presque nuls. Maintenant, naturellement, on a parlé du masque qui protège et qu'on doit continuer à porter même après avoir mis les masques, après avoir reçu les vaccins. Il y a plusieurs autres mythes dont nous pouvons discuter, mais la prochaine lame, c'est vraiment juste pour résumer et dire que prochaine lame, s'il te plaît, prochaine diapo, s'il te plaît, que l'hésitation vaccinale, c'est quelque chose d'universel. À gauche, là, je vous montre les données aux États-Unis, mais je sais très bien qu'il y a des données au Cameroun, que l'hésitation est énorme au Cameroun, en Afrique et partout ailleurs dans le monde de toutes les façons. Donc, c'est que vous pouvez voir à gauche, le panel d'en haut vous montre que l'hésitation vaccinale diminue progressivement aux États-Unis. Entre septembre 2020 et décembre 2020, on est parti de 65% de gens qui étaient prêts à prendre le vaccin à 71%. Et ces chiffres continuent à augmenter et on les monitore de façon continue. Et le deuxième panel en bas, c'est pour vous dire que pour changer les mentalités, du moins ça c'est le cas des États-Unis, les gens préfèrent parler à leur personnel de santé, donc leurs médecins, leurs infirmiers sont les gens à qui ils préfèrent se référer pour apprendre et en savoir plus par rapport au vaccin. Maintenant, ce n'est pas universel du tout. Le contexte communautaire et social varie d'un endroit à l'autre. Donc, franchement, les mesures pour combattre les actions vaccinales doivent commencer premièrement par évaluer et mesurer le degré de cette hésitation, écouter et compatir, comprendre pourquoi les gens refusent de prendre le vaccin et compatir. Le but, ce n'est pas de les combattre, c'est de les comprendre, les soutenir et de les éduquer. Je crois que c'est l'un des objectifs de ces séminaires, de les éduquer et de créer des collaborations stratégiques avec les gens qui peuvent aider à changer leur mentalité parce que vous ne pouvez pas venir leur imposer quoi que ce soit. Il y a des gens qui sont plus à même de faire ça que nous. Et puis, s'en remettre à la prise de décision mutuelle. Plus vous imposez des choses aux gens, plus ils résistent, plus ils ont l'impression qu'ils ont participé à la prise de décision, plus ils acceptent naturellement un repeat. Il faut refaire ça tout le temps. Et c'était tout. Merci. J'espère que je n'ai pas dépassé les temps. Merci infiniment. Thank you, Professor Kenye, and thanks to all those who have found some time to join this webinar today. It seems like the moderators were thinking the same way I was this morning. I had looked at Dr. Pengeze's presentation and I thought it would be better if that comes first. And that's exactly what you guys have done.
So to that, I say you guys are wonderful. So I'll be presenting on the are you getting? Carry on, please. Carry on, please. Okay. Yeah, so I'll be presenting on the COVID-19 vaccination. I want to declare that I will have a little bit of bias in my presentation, mainly because I know more about certain products than other products. As you guys know, when a company takes its product into research, it makes its protocol confidential to some point. So those ones I'm not involved in. I don't know much about them, but I am the principal investigator for the Moderna vaccine in Dallas. I am the principal investigator for the Sanofi Glasgow Smith vaccine in Dallas, where Glasgow Smith is providing the adjuvant to Sanofi. That research is on hold for now. And I'm also the principal investigator for Medicago, a Quebec-based company that started its phase 3 this month. With that said, I will be presenting on what is a vaccine, types of vaccine, COVAX, COVID-19 vaccine, the journey to the mRNA vaccine EUA, and factors impacting vaccine acceptance in Cameroon. Next slide, please. So yesteryears, I mean, many years ago, a vaccine was defined as an inattenuated virus or a dead virus that is given to humans to help them develop an immune response. So that is no longer the case. In 2021, we have a completely different definition of what is a vaccine. So a vaccine is something given to humans to help them build an immune response to fight back an invader. That invader here is an organism that is infecting their body. And there are many different types of vaccine, as we will come to see. Next slide, please. So we have multiple types of vaccine. We have the genetic vaccine that Dr. Pengenze spent some useful time talking about in greater detail. So I'll not spend too much time on them. We also have the protein subunit vaccine, the virus-like particles, the viral vector vaccines, live attenuated and whole inactive virus. So I will not spend too much time, but I will just give what is essential as to those that are already in the market or those that are already close to getting EUA approval. Next slide, please. So these are the two main groups that are cutting edge technology nowadays, and we'll come to see a little bit of them as we go along. Next slide, please. So now, what are the different types of COVID-19 vaccines out there? Multiple types. You have the genetic vaccines, which may be the RNA or the DNA vaccine. Pengenze detailedly spoke about how an mRNA vaccine doesn't get into the nucleus, how people should not be concerned about genetic side effects or things like that. But it happens that the ones we have for COVID-19 are all mRNA vaccines. And again, Dr. Pengenze threw a lot of chemistry and a lot of details about how the process works to produce antibodies and also cell immunity, because they also lead to the production of helper cells and memory T cells. So the Pfizer vaccine, which is an mRNA vaccine, has been studied in phase 1, phase 2, phase 3. It was also studied preclinically before getting into the clinical stages. And it showed that it has 95% of effectiveness. So 95% effectiveness is based on interim data. And I realized that some people that along the line, the effectiveness changes. It's just because of the cases that develop by the time of the interim data analysis. If you might have noticed when things were coming out, the data for Moderna changed a little bit based on the interim analysis. So Moderna is effective for 94.5% of the time. So both of them is 2 doses. For Pfizer, it's on day 1 and at day 21, while for Moderna, it's on day 1 and on day 29. So both of them has received EUA approval in the United States. And just to add, EUA is not
an approval. EUA is an authorization to use it in emergency situation. So the pandemic itself is an emergency situation. That's why most people now qualify, because the world is in a state of emergency from COVID-19. However, we are working on getting them a full approval from the FDA sometimes next month or early April. We just completed a data cleansing. By this, I'm talking about Moderna. We just completed a data cleansing. So the interim data monitoring board will have now to go back into session and look at the data, analyze the data, put things together and submit for final approval. It takes a lot of time, a lot of documents to be submitted, but I am hoping that by the end of March, beginning of April, we'll likely get an approval. We also have the viral vector vaccines. There are two types of viral vector vaccines. There are those that are replication possible and those that cannot replicate. It happens that the ones that have been tried in COVID-19 vaccinations do not replicate. It means when the genetic particle is put into the virus and injected into humans, the virus does not go beyond its level of being injected. It releases the genetic materials and that's it about the virus. While the ones that replicate, they replicate themselves, and by that they infect more cells and lead to more genetic material being released. And in that case also you have more immune response to that particular vaccines. Again, here we have non-replicating viruses. So we have AstraZeneca, J&J, which is Johnson & Johnson, and Sputnik 4. So AstraZeneca is approved in the UK, emergency use appellation, but it's not yet approved in the United States. Why? Is because the United States still has some doubts surrounding their data, because if you guys may know, AstraZeneca reported that it found more benefit in people who receive half dose for dose 1 and full dose for dose 2, in comparison with people who receive full dose for dose 1 and full dose for dose 2. So that particular line of statements, it brings some amount of controversy that the FDA is looking detailedly into, and the FDA is hoping to give EUA approval to AstraZeneca come April 2021. Johnson & Johnson has also submitted its application for EUA approval. They submitted it Thursday this week, and their meeting is planned to be held on February 26. So I think this will be approved by February 27, and that will add to the type of vaccine available to protect not just people in the United States, but also people in the world. Sputnik 5, they have released more detail about their phase 3 trial. And these slides need some correction, because Sputnik 5 reports that they have a 91.6% efficacy in their trial. They also use a virus, and the virus that all these three companies use is adenovirus. AstraZeneca use adenovirus that can infect man, but cannot cause an illness, while J&J use a chimpanzee vaccine. So both of them, both 1 and 3 is 2 doses, while number 2 is 1 dose. I mentioned during our last webinar that Johnson & Johnson may get better results if they do a second injection, and that is exactly what they are planning to do. So they are planning to give a second injection. I don't know when they will start that, and I'm very optimistic. If they do that, they will likely get above 90%, and the world will just be a world full of possible vaccines for COVID-19. We also have the protein subunits, which are Novavax and Sanofi GSK. Sanofi GSK, I mentioned to you that with this vaccine that I'm the site principal investigator for Dallas, we have put a hold on this vaccine because the phase 1 results was not as effective as we have anticipated. So they are making some little tweaks here and there, and we'll get back to it coming April or later. Novavax has also submitted, Nova is planning to submit documentation for EUA approval. Their vaccine is 89.3% effective at 2 doses. And this particular vaccine enrolled patients in South Africa. So they have a lot of their subjects that were people who had the South African strain. So the literature is there, the evidence-based documentation has been published. So you can spend some time to read more into that. We also have the virus-like particle from the company called Medicago, based in Quebec, Canada. This one also it has started
phase 3 study. I correct myself on this slide, it says phase 4. No, it has started its phase 3 study, which is ongoing now, starting February 2021. There is no vaccine which is live attenuated. I myself, and I will not encourage anyone to receive a live attenuated COVID-19 vaccine, mostly at the time that we know COVID-19 is very infectious, and no company has dived into that area with all the risks that it entails. Inactive vaccine, Sinovac in China has developed an inactivated vaccine and is 50.4% effective. So now looking at all these vaccines, the case of Cameroon, I think Cameroon is well placed to likely vaccinate its population with the viral vector vaccine when it comes to the time that they get a supply of this. When that happens, I don't know. I am glad we have a lot of epidemiologists on this webinar who knows more than I do as far as the Cameroon situation is concerned. Next slide, please. The journey to the mRNA vaccine, it all began when Wuhan reported the COVID infection in December of 2019. The bad thing that the scientists in China did is that they did not inform the world early enough, but they did one good thing. The one good thing that they did is that they published the COVID-19 gene sequencing on a public database on virological.org. Then biotech, which is partnering with Pfizer, picked it up, and also the NIH in the United States also picked it up, and they partnered with Moderna to develop the mRNA. Before all this happened, there were two scientists at the NIH who were already working on coronaviruses. That is Colbert and also Dr. Graham. So when it came time for COVID-19 vaccine to be developed, they put every other vaccine on the shelf and focused on already had enough information about the spike protein, its genetic sequencing. So they went further to develop the mRNA for this particular virus. Next slide, please. So came Moderna in alliance with the NIH, and also came Pfizer in alliance with the biotech to develop this vaccine. As we all know, vaccine research is a process like any other research, be it medication, be it a device. We start with the basic science, then you move to the preclinical study, then you move to phase 1, which is mostly a safety study. You move to phase 2, which is mostly an efficacy study and dose range study. For Moderna, we tried 3 doses. We tried 50 milligrams, 100, and 200. And we realized that the 100 had more efficacy and less a safety concern. So that's why we are giving 100 milligrams for 2 doses for the Moderna. Same thing happened for the Pfizer. Phase 4 study is after approval, and I'm very optimistic Cameroon will likely get into phase 4, where we just look at how the vaccine is doing in the general population. Then went application for EU approval by both Pfizer and Moderna. Pfizer was ahead of Moderna by a few number of days, then also came Moderna. I think that delay, although Moderna started first, I think that delay was because Moderna had to spend time to make some modifications in it, lipid nanoparticle, and also in the mRNA nucleotide, so as to make it more stable to temperature. That's why the Pfizer vaccine is less stable as compared to the Moderna vaccine. Moderna updated us today that its vaccine is even more stable than we thought. You can store Moderna at minus 20 degrees now for up to 6 months, while you can store it in our regular refrigerator from 2 to 8 but once it's put on the shelf, it can last not more than a day. Then we are waiting now finally for the FDA to approve it and for it to be marketing. People always ask question, why so fast? We know the development of any medical product, be it device, be it medication, takes a lot of time. But in the case of the Moderna and Pfizer vaccine, there were a lot of things that favored the fast development. Number one is that we could do overlapping phases. We could overlap phase 1 and phase 2 and phase 3,
So things went quick. And the other thing is that there was a lot of money available. The United States government and many other governments in the world bought this vaccine even before it was manufactured. So the company had a lot of time on their side. They didn't have to spend time raising funds. So they had enough money to just develop the vaccine, focus on the vaccine. And also there is one thing that when you conduct a phase 3 trial, let me say you conduct a phase 3 trial for, let me say lupus erythematosus, you may go through a whole month without enrolling up to 5 subjects, just because the prevalence and the incidence of the disease is not as good as the prevalence and incidence of COVID-19. In the case of COVID-19, on day 1 of the research, we had hundreds of patients line up to take their vaccines or their placebo, whichever arm they were randomized to be. Within the first 1 week, we were already in the 5,000. So there were a lot of volunteers, which made this study go relatively faster. Also, Operation Warp Speed, Operation Warp Speed is the Health and Human Service, and in collaboration with the Department of Health, they provided a lot of resources, like at my research. Okay, so I don't know which part you guys heard me, which part you guys did not hear me, but let me start from point 7.3 is the impact of the Operation Warp Speed. Yes. In collaboration with the Health and Human Services and also the Department of Defense, we got a lot of assistance. We got trailers with many offices to see as many subjects as we can. We got people who could move from the site to subjects' home. So there was a lot of things available. There was no time to waste. The little time that we had, we used it optimally. Then there was also a lot of volunteers, as I earlier mentioned. And the other good thing is that contrary to biological vaccines, where you need to go in a lab and try to manufacture the yeast cells, try to manufacture the adenovirus and do all what you need to do, which takes a lot of time, the mRNA vaccines is easily manufactured and highly scalable. By scalability, I mean you can produce it as much as is needed by the population. And that's what is being done now in the United States. Next slide, please. So let's look at the case of Cameroon. I am a little worried because if Cameroon doesn't do its homework to prepare the population, even when the vaccine comes, it will not be used. And vaccine doesn't sit on the shelf, vaccine sits on the arm of people so that it gets to their body and start protecting them. So we have a lot of epidemiologists in Cameroon, and I would say that we have one of the best epidemiologists back home in Cameroon, so they can do their best to make sure when it gets to Cameroon, the Cameroonians adequately use it. So for that to happen, there must be a good fit between technology and the society, because technology doesn't use itself. Take your phone and put it on the desk. The phone will not use itself. You have to use it. Imagine you buying your father who is in the village who has never used a phone. You buy them an iPhone 11, give it to them and take the next car back to the city. Your father will never use that iPhone 11. So you need to make sure that the society is ready to use the technology. And that is the work of the epidemiologists. And I'm glad we have a lot of them on this webinar. So what about the society? The society needs information. They have to get the knowledge about what is being done. They have to get a societal norm, a belief about the use of vaccines, what vaccines can do to them. They have to show extreme readiness to use the technology, and that readiness depends on how the society is structured. Then the technology itself, the technology has to be simple, easy to use. But that, in the case of COVID-19, is taken care of by the scientists who develop the technology. Next slide, please. So this slide just tells you that the society factor has 3 main arms. It has the enabling environment, the social influencing, and the motivation. Enabling environment, before the vaccine gets there, we have to identify vaccination sites and make sure those sites are ready to vaccinate. We have to make sure people do not spend unnecessarily long time at the vaccination site, and the vaccine should not cost too much. In the United States, it's for free. And I believe when it gets to Cameroon, it will also be for free. We have to know that when people go to the vaccination site, their experience should be something that is good, something that they want to tell others to replicate.
And information. Nothing is as important as the amount of information we give to subjects. We should be ready to answer their question and make sure we clarify all their doubts, because when their question is well answered, they will tell the next person and the next person and the next person about the vaccine. And also they become a medium of propagating the good effect of the vaccine and encouraging more people to participate. Social influencing, we have to build a society where there is a belief in the importance of vaccine, and that depends on us. Sometimes a society may have laws and regulations that before you enroll in schools, before you join the military, before you get a job, you need this vaccine or that vaccine. So society can build its norm around the importance of vaccine. And when it happens that way, it just builds up to a point where the vaccine acceptability in the society is huge. Then the next thing, we'll go now to COVAX. COVAX is an alliance that has been created to help impoverished countries to also have access to the COVID-19 vaccine. And there is a website where every country, by this I mean those governing the administration of vaccine in that country, may go and read and enroll and try to screen to see if they are ready for when the vaccine gets to them. Cameroon, I don't know if Cameroon is yet a member of COVAX. Again, this webinar has so many epidemiologists who may look into that. And I think that is what I have for this webinar today, and I look forward to some questions to help clarify some of the issues we just discussed. Thank you. Thank you so much, Valentine. I mean, having followed it last time, I was afraid that it could be boring, but trust me, we've learned a lot. We've learned a lot, even for those who were already on the call last week. Extending from what from Yolande, you've explained what is a vaccine, what are the different types of vaccine, and then applying to COVID, you've mentioned the case of a genetic vaccine, and 2 of which have already received emergency authorization, both in the US and EU, where they're currently used. Then you also alluded to viral vector vaccine, with the case of Astra, Johnson & Johnson, and Sputnik, the protein subunits, and then the lastly, the inactivated vaccine. And I think you spent a lot of time to edify us on the journey to the mRNA vaccine. The most important being that although we can blame China for concealing this epidemic at the start, the good thing they did was to actually sequence the genome of the virus and make it public, which actually allowed country and scientists to actually start the research ahead of the time. And importantly in that is the power of the collaboration, availability of the funding, and availability also of research participants. And you lastly also touched on the case of Cameroon, making sure that people are prepared for the time when the vaccine is available for the country. Un des orateurs a des contraintes d'emploi du temps, donc nous allons sauter un peu le programme et donner un peu de temps au docteur Fondop Jean-Jacques pour nous parler du vaccin anti-Covid chez les femmes enceintes avant de se soustraire. Jean-Jacques, tu as la parole. Très heureux de partager ce panel avec des personnes avec qui on a grandi, avec qui on a mûri dans la profession. Et je suis aussi heureux que les gens aient pris le temps ce dimanche pour pouvoir se mettre autour de cette table pour qu'on puisse discuter à travers un webinaire de cette taille. Donc, ma présentation aujourd'hui a trait à la vaccination anti-Covid chez la femme enceinte. Je me suis posé les questions que je veux partager avec chacune des personnes qui est ici présente. La première, c'est pourquoi devons-nous vacciner la femme enceinte? Sont-elles plus à risque de contracter la COVID-19 à cause de leur état, la grossesse? Sont-elles plus à risque de développer les complications et même de décéder de suite de l'infection? Y a-t-il des conséquences graves de cette infection pour le nouveau-né? Le deuxième grand groupe de questions, c'est le vaccin administré est aussi efficace, sécuritaire chez les femmes enceintes que chez les femmes adultes non enceintes? Et en quoi certains de ces vaccins sont différents des vaccins traditionnels? Je pense que les autres orateurs, Yolande et puis Valentine, ont brossé d'une façon très élégante, sont passés à travers cela pour nous édifier. Est-ce que l'immunité développée par la femme enceinte était transférée au nouveau-né
afin de prévenir ou atténuer une infection éventuelle en période néonatale? La quatrième question, quelle est la position des organismes de régulation et des sociétés savantes en charge d'émettre des opinions, les guidelines, des recommandations par rapport à ces différents vaccins? Et puis la cinquième question, y a-t-il des conditions où les femmes enceintes, considérées comme un groupe à risque, chez qui les tests supplémentaires ont toujours été nécessaires pour pouvoir contrôler l'hésitation vaccinale, devraient être capables de les aider à bénéficier, comme les autres couches de la population, des homologations d'urgence dans ce contexte de pandémie? Donc, comme on a toujours l'habitude avec les vaccins, la question de justice, d'autonomie, de responsabilité au-delà de celle d'efficacité et de la sécurité des vaccins se pose avec ce contexte de pandémie 19 pour les femmes enceintes. Ceci dit, je vais revenir au centre du sujet en espérant que, à la fin de toute la présentation qu'on va faire aujourd'hui, que les participants puissent répondre à chacune de ces questions, en plus de ma présentation que la présentation des autres panélistes. Donc, c'est que les femmes enceintes sont susceptibles à l'infection à la COVID-19 comme les femmes non enceintes. En comparaison aux femmes non enceintes, la grossesse en soi n'augmente pas le risque de l'infection, mais on sait que les femmes enceintes présentent un risque accru de morbidité grave, de mortalité en cas d'infection à la COVID. On n'a plus d'admission aux soins intensifs. On a un grand besoin, les risques sont accrus de ventilation invasive et même de décès chez ces personnes-là. On sait aussi les infections sévères au virus comportent des risques donc pour la mère et pour l'enfant. On sait que les données des études cumulées jusqu'à présent font part d'une transmission, d'une possible transmission théorique in utero, mais on n'a pas d'évidence jusqu'à présent qu'on a une transmission du virus de la mère à l'enfant. Et puis les publications récentes, au fur et à mesure que la pandémie avance, de la situation chez les femmes qui ont contacté la COVID pendant la grossesse montrent que certaines peuvent transférer les anticorps qu'elles ont acquis pendant la grossesse à cause de l'infection au nouveau-né. Mais à quel point est-ce que ces anticorps qui sont les immunoglobulinisés protègent le bébé? Prochaine diapo. Donc ici, la plateforme des vaccins, je pense que je ne vais pas aller là-dedans parce que mes autres orateurs ont extrêmement parlé de ça. Et puis ici, je veux juste rappeler que le vaccin contre l'hépatite en grossesse, c'est le vaccin à virus vivant inactivé. Et ceux qui sont actuellement sur le marché comme vaccin contre la COVID-19, c'est le vaccin ARN. Et puis ceux-là, on a vu dans quel contexte ils sont amiés aux patients. On a vu qu'ils ne peuvent pas entrer dans le noyau de la cellule, donc changer le matériel génétique. On sait qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Prochaine diapositive. Prochaine. Donc, l'approche traditionnelle de la recherche vaccinale chez la femme, c'était les essais sur l'efficacité de l'inocuité chez les adultes non enceintes, en général, selon les différentes phases. Et pendant cette phase-là, il y a des femmes qui vont être vaccinées sans se savoir enceintes ou vont tomber enceintes après avoir reçu le vaccin. Elles-là seront suivies avec beaucoup de... seront suivies particulièrement de façon intensive. Si les vaccins s'avèrent efficaces, faire des essais cliniques chez les femmes enceintes, actuellement, il n'existe aucune donnée sur l'inocuité ou l'efficacité de ce vaccin chez les femmes enceintes ou allaitantes. Et on sait que les études de toxicité sur la reproduction et le développement des embryons chez les animaux sont en cours. Les essais chez l'humain aussi sont en cours. On est en train de l'étendre actuellement chez les femmes enceintes. Prochaine diapo. Prochaine diapo, merci. En général, les vaccins en général sont immunogènes, donc ils entraînent une immunité chez la femme enceinte qui est vaccinée. Elles sont sécuritaires et efficaces lorsqu'elles sont administrées. L'expérience accumulée avec les autres vaccins porte à croire que le vaccin de la COVID-19 serait aussi efficace chez la femme enceinte que chez la femme non enceinte. Que fait le vaccin ARN? Que ne fait pas le vaccin ARN? Yolande nous en a parlé de long en large. Prochaine diapo. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, quels sont les éléments qu'il faut... Il faut revenir en arrière, s'il vous plaît. Encore? OK. En ce qui concerne l'allaitement et la vaccination au COVID, l'allaitement maternel offre des avantages substantiels pour la santé de la femme qui allaite et leur nouveau-né qui sont allaitants. L'efficacité du vaccin devrait être similaire, théoriquement, au regard de ce qui se passe dans la population générale chez les femmes allaitantes comme chez les autres adultes.
Cependant, il n'y a pas de données sur la sécurité des vaccins à la COVID-19 sur la femme qui allait ou sur les effets des vaccins ARN chez les enfants allaités. Comme le vaccin ARN n'est pas un vaccin à virus vivant, l'ARN n'entre pas dans le noyau de la cellule et se dégrade rapidement. Il est biologiquement et cliniquement peu susceptible de présenter un risque pour l'enfant qui allait. Sur la base de ces considérations, une femme allaitante fait partie d'un groupe recommandé, pour la vaccination, par exemple, les patientes qui vont travailler à l'hôpital, qui sont dans une situation où ils sont en haut risque de contracter la COVID-19, devraient se vacciner. Prochaine diapo. Donc, les considérations qu'il faut prendre en compte avant de vacciner les femmes enceintes, il faut prendre en compte la situation épidémiologique locale et les risques locaux de transmission communautaire de la maladie, la situation en milieu de travail et les risques d'infection associés, le risque du personnel de comorbidité lié à la COVID-19 de chaque personne, de ces femmes enceintes-là et de ces femmes allaitantes-là, qui prendra en compte l'âge avancé maternel, les atteintes immunosuppressives, les maladies, le HIV, etc., le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité, les affections respiratoires chroniques. Bien évidemment, l'âge de la grossesse devrait être pris en compte. On a noté, par exemple, que les patientes qui contractaient la COVID-19 précocement en grossesse développaient les anticorps, les immunoglobulines à une plus forte quantité que celles qui contractaient tardivement et le transféraient à leurs enfants. Les données disponibles sur l'innocuité du vaccin pendant la grossesse et l'allaitement, les données encore non disponibles sur l'innocuité et l'efficacité du vaccin pour les femmes enceintes ou allaitantes. Et les croyances, surtout personnelles, l'évaluation des risques pour ces personnes en fonction des données disponibles, mais aussi le désir de la personne de bénéficier d'une vaccination. Prochaine diapo. Ici, il faut dire que, contrairement, on a la position de l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, et la position de plusieurs sociétés savantes qui semblent conflictuelles, qui semblent un peu comme opposées, mais vont dans le même sens. En ce qui concerne la déclaration de la Société gynécologue et obstétricienne du Canada, qui s'en lie avec celui de la COP et des autres de l'Association des gynécologues et obstétriciens des États-Unis, les femmes enceintes et allaitantes admissibles à recevoir le vaccin contre la COVID-19 à raison du risque d'exposition de leur état de santé et d'autres circonstances peuvent prendre une décision éclairée après accès à des renseignements à jour sur l'innocuité, l'efficacité du vaccin, des renseignements sur le risque d'infection au SARS-CoV-2. On sait qu'il y a un groupe de travail sur l'éthique de la recherche relative à la grossesse précise que l'absence de données probantes et le simple risque théorique, voire observé d'une atteinte fétale, ne suffit pas généralement à justifier le fait de refuser aux femmes enceintes l'accès à un vaccin en cas d'éclosion ou d'épidémie. Donc, pendant une épidémie, il y a lieu d'offrir par défaut le vaccin aux femmes enceintes comme aux autres populations. Prochaine diapo. En ce qui concerne l'OMS, l'OMS ne recommande pas d'utiliser le vaccin d'ARN chez la femme enceinte en grossesse. Recommandation intérimaire qu'ils ont sorti, je crois, le 25 de janvier 2021, mais ils précisent, sauf si le bénéfice de vacciner une femme enceinte l'emporte sur les risques potentiels liés à la vaccination. Comme chez les agents de santé à haut risque d'exposition et les femmes enceintes présentant des comorbidités, les plaçant dans un risque à haut groupe sévère. Dans ce cas, les patients qui auront toutes les informations et les conseils sur les manques de données de sécurité, l'efficacité des vaccins pour les femmes enceintes devraient pouvoir bénéficier de cette vaccination. Prochaine diapo. Donc, en conclusion, il y a lieu d'offrir la vaccination aux femmes enceintes ou allaitantes en tout temps, si elles y sont admissibles et ne présentent aucune contre-indication. Mais cette décision repose sur les valeurs personnelles des femmes et la compréhension du fait que le risque d'infection et ou de morbidité liée à la COVID-19 surpasse le risque théorique ou non étudié de la vaccination pendant la grossesse ou l'allaitement. Donc, les femmes ne doivent donc pas se voir refuser le vaccin parce qu'elles sont enceintes ou parce qu'elles sont allaitantes. Et on regarde véritablement dans le futur d'incorporer de plus en plus de femmes enceintes, et si on lance un appel à toutes les femmes enceintes de pouvoir se porter volontaires pour celles qui peuvent avoir l'accès à l'intégration dans les études afin que nous ayons plus d'informations pour pouvoir rassurer les femmes pour qu'elles puissent bénéficier de la vaccination. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, Jean-Jacques, pour cette excellente communication. Et je crois que qui met en exergue le défi d'extrapoler chez les femmes enceintes et allaitantes
les données de recherche des vaccins du COVID, étant entendu que ces groupes sont généralement exclus de ces travaux. J'espère que ton temps te permettra de te reconnecter à la phase des questions. Si ce n'est pas le cas, les questions qui te seront dirigées, Emmanuel se chargera de les communiquer pour que tu puisses répondre à l'attention des participants. Merci encore beaucoup. Donc, on reprend le fil de la présentation et cette fois-ci avec le troisième keynote lecture qui sera donné par le professeur Daniel Kedi Mangamba et qui porte sur l'impact de la pandémie du COVID sur le programme élargi de vaccination à l'hôpital de district de Deido. Daniel, si tu nous écoutes, donc, nous te passons la parole. Merci André Pascal de me passer la parole. Bonjour à tous les copanélistes et les participants à ce webinaire. Je tiens à remercier le comité scientifique de m'avoir associé à cet échange. Et j'espère qu'au-delà de la COVID, on pourra poursuivre ces échanges pour les autres problèmes de santé publique dans l'avenir. Les précédents orateurs, en l'occurrence Dr Ebou, Dr Jean-Jacques Kodop, ont parlé en long et en large de la problématique de la vaccination à COVID-19. Et mon propos va surtout en quelques diapos que j'espère très brèves montrer l'impact de la pandémie sur la vaccination de routine. Et l'exemple pris, c'est celui de l'hôpital de district de Deido. Diapo. Donc, l'hôpital de district de Deido fait partie du district de la région sanitaire du littoral dans le département du Vouri et dans l'arrondissement de Douala-Premier. C'est un hôpital qui fait partie du district de Deido. Diapo. Le district en lui-même est découpé en plusieurs aires de santé et l'hôpital fait partie intégrante de l'aire de santé de Deido, dans laquelle on retrouve environ 6 613 enfants. Et la cible vaccinale en 2020 pour l'hôpital était de 842 enfants. Et nous verrons plus tard que l'hôpital a vacciné plus de 200% de cette cible-là. L'unité de vaccination compte 4 personnes qui vaccinent pendant les jours ouvrables et de 8h à 15h et font les statistiques mensuelles qui transmettent au district puis à la région. Diapo. Diapo. Donc, les antigènes du PEP de routine, nous les connaissons tous, c'est le BCG qui est administré à la naissance, le vaccin polio oral qui est administré à la naissance à 6 semaines, 10 semaines et 14 semaines, le pentavalent, diphtérie, tétanos, coqueluche, hépatite B et hémophilus qui est administré à 6 semaines, 10 semaines et 14 semaines. Diapo. Diapo. Le vaccin contre le rotavirus qui est administré à 6 semaines et 10 semaines. Le vaccin polio injectable à 14 semaines. Le pneumo 13 à 6 semaines, 10 semaines et 14 semaines. Le vaccin contre la fièvre jaune qui est administré à 9 mois. Le RR, rougeole et rubéole, administré à 9 mois et à 15 mois. Et depuis peu, le vaccin contre le papillomavirus humain a été introduit pour les jeunes filles âgées d'au moins 9 ans. Diapo. En plus des vaccins, donc on sait que le PEP offre également la possibilité d'administration gratuite de la vitamine A à 6 mois
9 mois, 12 mois et 15 mois. Donc, 6 mois, 9 mois à 100 000 unités et 12 mois, 15 mois, 200 000 unités. Diapo. Les maladies sous surveillance qui sont évitables par la vaccination, surveillées par donc, le PEV, c'est la paralysie flasque aiguë, la fièvre jaune, le tétanos néonatal et la rougeole. Donc, en dehors de ces 4 maladies, il y a d'autres maladies qui sont sous surveillance, qui sont la fièvre hémorragique, le choléra, la COVID-19 et d'autres maladies encore. Diapo. Sur cette diapositive, on regarde qu'en 2020, on a eu un gap environ 29%, presque 30% entre le nombre de doses attendues et en 2020 par rapport à 2019. Donc, la diapositive le souligne clairement, durant toute l'année, on a eu une baisse de la couverture vaccinale pour le Penta 1. Là se retrouve encore avec plus d'acuité pour le Penta 3. Pendant toute l'année, on a eu une baisse d'environ 35% de doses administrées en 2020 par rapport à l'année 2019. Et ceci durant toute l'année. Diapo. On voit le même pattern avec le RR rougeole rubéole où on a une baisse d'environ 27% pour l'année 2020 par rapport à l'année 2019 et probablement en rapport avec l'épidémie, la pandémie à Covid. Diapo. En fait, le problème qui se pose lorsqu'on interroge les patients, parce qu'on réussit quand même à en avoir quelques-uns au téléphone, on réussit à avoir quelques-uns qui viennent par après, c'est la peur de se faire contaminer à l'hôpital, la peur d'être vacciné par un vaccin de Covid dont ils ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants, et aussi le changement du lieu de vaccination. Parce que notre hôpital vaccine tous les jours et tout sa fréquentation, mais les patients, pour ne pas se faire contaminer à l'hôpital, parce qu'ils jugent qu'à l'hôpital c'est plus dangereux, préfèrent aller dans les petits centres qui sont près de leur domicile pour se faire vacciner. Et finalement, nous, on les enregistre comme des perdus de vue. Pourtant, peut-être que ce ne sont pas de vrais perdus de vue, puisque si on regarde bien leur carnet de vaccination, certains ont eu des vaccinations conformément au programme prescrit. Diapo. Stratégie pour augmenter le taux de couverture vaccinale, c'est d'améliorer la communication avec la communauté par le biais des médias, que ce soit des médias nationaux, des médias régionaux, des médias communautaires, d'accélérer, d'augmenter la collaboration avec les leaders d'opinion dans les églises, les associations, etc., de renforcer l'éducation pour le changement de comportement dans la formation sanitaire. C'est ce qu'on a mis en place. Et on a également prévu de multiplier les stratégies avancées. Parce que jusque-là, on vaccinait juste des patients qui venaient vers nous, des enfants qui venaient vers nous. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait aller également vacciner ceux qui étaient dans leur domicile. Lorsqu'on les appelait, pour des raisons ou une autre, ne pouvaient pas venir, on pouvait aller faire le vaccin et ça diminuait également le nombre de perdus de vue. Et il était également question de proposer une mise en réseau des données de la vaccination parce que finalement, lorsqu'on a la possibilité de se vacciner dans tous les centres qu'on peut et que les centres ne sont pas en réseau,
on n'a pas les moyens de contrôler exactement qui est vacciné et comment on est vacciné. Donc, si le centre de vaccination a la possibilité de vérifier que ce sujet est vacciné, ce serait une bonne chose. Ah bon. En conclusion, le centre d'Aïto a une position centrale, une autre situation géographique dans la ville de Douala, avec une bonne couverture habituelle qui tourne autour de 200% de la cible qui nous est demandée. Mais en 2020, on a constaté une baisse de 30% par rapport à la couverture habituelle, très probablement liée à la COVID-19 et ces fake news et même le confinement qui a été imposé, les peurs diverses. Donc, une meilleure communication et la mise en réseau de la vaccination pourrait améliorer la couverture vaccinale. Je vous remercie. Diapo. Merci infiniment, Daniel, pour ce case study. Merci aussi à Armel qui a permis que cette communication soit possible. Essentiellement, tu nous as démontré que bien que le Cameroun n'ait pas connu une épidémie de grande ampleur et peut-être le confinement strict comme certains pays comme l'Afrique du Sud, on note quand même un impact significatif sur les services, sur la fréquentation des services de vaccination de l'ordre de 30%. Et donc, c'est ce qui ajoute à ce que Dr. Eboa dit tout à l'heure, cette préparation des mentalités pour accepter le vaccin doit aussi s'accompagner des efforts que vous faites déjà pour pouvoir motiver les populations à ne pas abandonner déjà les acquis. Thank you very much for giving me the floor. I must say that I'm very happy to be part of this panel to discuss the burning issue on COVID-19. I don't know if they're hearing me. Am I on? Yes, yes, we are hearing you. Okay, thank you. The outline of my talk this evening is as pasted on the screen. We'll talk mostly on the peculiarities of COVID-19 infection, prevention of infections, and vaccination as a whole. I want to say we all know that COVID-19 is caused by this SARS-CoV-2, which is a very infectious agent and spreads very fast. And the infection with the virus may not cause any symptoms for some people, like children and young adults, while it causes very severe infection in the older people. Slide, please. Slide, please. When we look at vulnerability of infections, or especially of infectious diseases, we see that infants and young children are at the greatest risk of developing severe infections from infectious agents because of their weak immunity or their weak immune systems and their weak ability to fight infections. Older people are more also vulnerable due to the fact that their immunity to whatever they were immune to is waning. Therefore, the importance of prevention. What are the peculiarities of COVID infection per se compared to other infectious diseases? We know that the virus does not cause infection in everybody, as I said earlier. Children in particular are at a lower risk of developing severe disease than adults. Many infected children show no symptoms, so they might be healthy carriers. And people with comorbidities, even young adults who are supposedly resistant to this infection, can get severe infection if they have comorbidities like hypertension, diabetes, and renal diseases.
and so on. Slide, please. So, in general, to prevent infectious diseases, we have to look at our hygiene. Personal hygiene, hygiene of our environment, equipment, and all what has been preached since the advent of COVID-19. Prevention of overcrowding will also help prevent infectious diseases in general and COVID-19 as a whole. Social distancing, especially in the advent of COVID-19, and then vaccination. Vaccination, which we will dwell on now. The former speakers have been telling us what vaccines are, which are the types that are available, and I will not dwell much on that. I think I will go straight to the next slide, which is determinants of the need for a vaccine. When do we need a vaccine and why? The importance of vaccination really depends on the severity and prevalence of a particular disease. If the disease caused by the microbe is not too severe and it is not propagated fast in the community, there might be no big need for vaccine development. The safety of the vaccine, its effects, whatever side effects, less than the positive effect of the vaccine and the individual patient factors. Other speakers have spoken about this. What I want to say here is that the aim of vaccinating everybody or most of the population is to achieve community immunity, which we need if we have to stop the spread of the vaccine, of the disease, not vaccine, excuse me. Now, the COVID-19 vaccine, how far have we gone? I will not dwell on this because Dr. Ebu and the others spoke so much on that. But we know that so far, 2 or more have been approved. Dr. Ebu did say there were 2 from Pfizer and Moderna, and AstraZeneca maybe, and many other vaccines are being developed so far. I will not dwell on that. Now, what is the eligibility of vaccination against COVID? Are children eligible? Who is eligible? So far, if we heard what I said earlier, children are at the lower risk of developing the severe infection. So they might not be at the front line. They might not be the first group of people that the vaccine will be proposed to. So those that are at high risk of developing severe infection, like old people, like people with comorbidities like diabetes, hypertension, renal failure, these are the target groups that will think of vaccinating first before going to the other groups. Those with high risk of exposure to the infection, like health workers, like teachers, will be next in line. And then the very low risk groups may come with time as more information is gotten. Vaccination of children, COVID vaccination in children. So far, no vaccine has yet been recommended in children. Why? As earlier said, children are at the lower risk of developing serious complications. Many children do not have symptoms. And additionally, children's bodies are different and may react differently to a vaccine that was originally meant for adults. Looking at the dosage, it might not be the same dose, it might not be the same interval of application, it might not be the same immune response. So studies have to be carried out in children before a vaccine can be proposed to children. So far, trials on these vaccines have included only children above 12 years and young adults, as far as we know. So researchers have to carry on more on what is the dose that is appropriate for the pediatric population, what is the interval of the doses, if they need one or more doses, what is the interval, and the number of doses that work best in children. None is yet approved in children, as far as we know. Maybe in the near future, but for now, no COVID-19 vaccine is
recommended so far. So in conclusion, we will see that the COVID-19 is a very contagious disease, affects children less. The vulnerable groups are a priority for the few vaccines that are available, and ongoing studies on vaccines, are on in vaccines in children. Eventually, everybody may have to be vaccinated for the community to get immunity and stop propagation of the virus. I continue talking. I want to say that that is all I had for this evening. Thank you very much. Thank you so much, Evelyn. I think your concluding slide was just so telling that I don't think I've got something else to add apart from really thanking you for keeping to time. I'm sure that the question session will give you an opportunity to interact with the audience further. Thank you so much. Bon après-midi à tout le monde. Merci au panel, merci à l'équipe d'avoir pensé à moi pour cette partie, parler de la place de l'enfant pendant la pandémie. Pour aller droit dans le sujet, je dirais que les enfants sont, comme vous le savez tous, comme nous le savons tous, très peu représentés pendant cette pandémie. Du fait que les enfants ils sont moins infectés que les adultes. Comparé aux adultes, les enfants sont très peu représentés pendant cette pandémie parce que, comme on va le voir, ils vont faire des tableaux cliniques très peu sévères et ils vont présenter très souvent des formes asymptomatiques. Et beaucoup des travaux ont montré que, contrairement aux autres affections virales respiratoires, la majorité des clusters familiales, dans la majorité des cas, c'est le parent qui va infecter l'enfant. On a regardé le sujet par rapport aux autres affections respiratoires, aux virus respiratoires tels que le N1H1 et le SARS-CoV-1 et les autres. Les enfants dans ce groupe, dans la situation du SARS-CoV-2, vont présenter plus de cas de pneumonie que chez les enfants qui sont atteints de N1H1. Et il faut dire que jusqu'à présent, comme l'a dit le gynécologue, on se pose toujours la question de la transmission verticale qui jusque-là semble être toujours en discussion. Diapositive, je vous en prie. Diapositive. Il faut dire que les enfants n'ont, comme je le disais, les enfants ne sont pas très représentés, mais beaucoup de travaux ont été faits par rapport aux enfants. C'est ce qui était sur la diapositive qui est passée. Je vais continuer mon propos en posant quelques questions. Quels sont les symptômes chez les enfants qui peuvent faire penser qui doivent faire penser au SARS-CoV-2? Les critères de suspicion qui englobent ici, qui ont été reportés chez l'adulte, à savoir un ou plusieurs symptômes suivants tels la toux, la dyspnée, l'odynophagie, la fièvre supérieure ou égale à 38 sont retenus également chez l'enfant. Comme également des signes digestifs tels que les vomissements et la diarrhée sont également inclus. Et donc, tous symptômes chez l'enfant qui présente, chez les enfants qui présentent des critères d'hospitalisation avec des signes respiratoires et associés aux signes digestifs gastro-intestinaux doivent être considérés également et dépistés au SARS-CoV-2. Plusieurs cas d'anosmie également et de dysgeusie isolée ou d'apparition aiguë qui ont été également inclus dans les critères de diagnostic doivent être utilisés chez l'enfant. Les autres symptômes, bien sûr, j'ai dit, sont en cours de téléchargement parce que cette maladie n'est pas connue et on est
Et il est clair qu'avec le temps, on va se rendre compte que bien d'autres symptômes doivent faire suspecter la maladie. Je le disais au tout début de mon propos, que les enfants présentent très peu de cas sévères comme présenté sur cette diapositive, très peu de cas sévères, très peu de cas critiques, beaucoup de cas asymptomatiques et surtout, lorsqu'ils vont être symptomatiques, ce sera beaucoup plus modéré. Diapositive. Diapositive, je vous en prie. La deuxième question que je me suis posée, c'est quels sont les critères dont... Est-ce que vous pouvez revenir en arrière, je vous en prie? Revenez en arrière, je vous en prie. Voilà. Quels sont les critères actuels de dépistage? Non, vous êtes allé plus loin. De dépistage chez l'enfant. Encore, je vous en prie. Oui. Donc, voilà. La recherche, donc, comme chez l'adulte, le diagnostic positif chez l'enfant va se poser sur la PCR, naturellement, dans un frottis nasopharyngé essentiellement. Les critères de dépistage actuels vont englober dans une notion de comptage avec un sujet dont le diagnostic est certain, les patients hospitalisés avec une pneumonie bilatérale ou un syndrome de détresse respiratoire aiguë d'étiologie indéterminée. Et il faut dire que ce tableau-là est retrouvé dans moins de 10% des cas de pneumonie en pédiatrie contre 25% des cas chez l'adulte lorsqu'il présente le SARS-CoV-2. Tous les enfants tous les enfants immunocompromis présentant se présentant avec une maladie cardiovasculaire, pulmonaire, rénale, métabolique ou neurologique chronique, avec une répercussion sur leur fonction cardiaque et respiratoire, sont considérés également comme à risque et doivent donc être dépistés. Diapositive. Dans la prochaine diapositive, je présente, il y a là des critères, les maladies chroniques pour lesquelles le dépistage doit être indiqué. Des maladies des maladies avec immunosuppression telles que qui touchent les cellules B, les cellules T, le VIH sans restauration immunologique avec le CD4 ABC, les situations de cancer, de transplantés, des greffes autologues ou analogues, le traitement immunomodulateur, tant des maladies rhumatismales par exemple, et la drépanocytose a été également citée, et la thalassémie avec asplénie. Et dans certaines maladies cardiovasculaires, on l'a déjà dit, l'hypertension, les cardiopathies chroniques, les insuffisances cardiaques avec répercussions sur la circulation pulmonaire. Les maladies respiratoires, chez nous essentiellement, c'est l'asthme sévère non contrôlé, la maladie, la mucoviscidose avec des exacerbations et des comorbidités, ce ne sont pas fréquentes chez nous. Les enfants qui sont ventilés, les enfants qui ont une oxygénothérapie en continu sont également considérés à risque et doivent être dépistés. Les maladies inflammatoires du tube digestif, les maladies neuromusculaires avec insuffisance respiratoire ou des polyhandicaps, et les syndromes néphrotiques nécessitant un traitement immunosuppresseur, les insuffisances rénales chroniques, sans oublier l'obésité morbide avec de l'obésité morbide. Voilà. Diapositive. Donc, comme dans toute situation clinique, il faut penser devant tout enfant qui présente des signes suspects, il faut éliminer les autres causes de maladies, les autres maladies qui présentent la même présentation clinique. Ici, il ne faut pas oublier la grippe saisonnière, les gastroentérites, les méningites, les fièvres éruptives, sans oublier notre paludisme, bien sûr, qui parfois se présente avec beaucoup de signes digestifs, beaucoup de fièvre, ainsi de suite. Diapositive. Diapositive, voilà. Alors, l'autre question que je me suis posée, c'est quelles sont les spécificités pédiatriques pendant cette pandémie? Il faut dire que la majorité des évidences cliniques suggèrent que les enfants infectés par le SARS-CoV-2 présentent une clinique significativement moins sévère que l'adulte. Donc,
et des données épidémiologiques chinois et italiens et bien d'autres que je n'ai pas eu accès, portant sur des milliers de cas, n'ont pas rapporté initialement et n'ont rapporté que très peu d'admissions en soins intensifs et très peu de décès. Et les rares décès qu'on a retrouvés sont en pédiatrie, les décès pédiatriques qui ont été rapportés. 10% représentent seulement 10 enfants et a priori qui n'avaient pas de comorbidité. Ça, c'est une particularité pédiatrique. L'âge médian de survenue de la maladie se trouve entre 3 ans et 10 ans. Et d'après les études chinoises récemment publiées également, les enfants représentent significativement moins de fièvre, moins de toux, moins de pneumonie comparé aux adultes. Diapositive. Diapositive, je vous en prie. D'autres particularités, c'est sur le plan biologique. Les enfants âgés entre 5 ans et 16 ans présenteraient moins de leucopénie, présenteraient une leucopénie, pardon, et une lymphopénie plus importante que ceux de moins de 5 ans. Et également une PCR qui va être moins élevée. Il semble que le temps de négativation de la PCR chez eux également va être beaucoup plus long, 11 jours contre 9 pour les enfants de moins de 5 ans. Et toujours particularité pédiatrique, comparé au SARS-CoV-1, les enfants qui vont être infectés par le SARS-CoV-2 présenteraient un tableau moins sévère. Et comparé au NH1H1, le tableau clinique montre un taux plus élevé de pneumonie et moins de symptômes respiratoires hauts. Diapositive. Diapositive. Oui. La prochaine question, c'est quelles sont les particularités de la transmission du SARS-CoV-1 dans la population pédiatrique? On l'a dit tantôt que c'est essentiellement le cluster familial et dans ce cluster familial, c'est des adultes qui vont infecter les enfants. Ceci est vrai. Dans les situations où on a rapidement fait des confinements, je ne sais pas combien cela va être vrai dans la situation camerounaise où le confinement n'a pas été aussi strict ou encore partiel, encore moins jusque-là, dans le désordre habituel, les choses vont être tout à fait différentes. Donc, de manière donc surprenante, il a été démontré que dans la majorité des clusters familiaux, c'était donc le parent qui infectait leurs enfants et non le contraire. Et dans le contexte camerounais, je l'ai dit tantôt, diapositive, c'est beaucoup de questions encore à poser. Diapositive, je vous en prie. Quelles sont les options thérapeutiques que l'on propose aux enfants infectés par le COVID-19? Les enfants étant sous-représentés en termes de fréquence et de sévérité dans la maladie, ils ne sont pas la cible essentielle des essais cliniques. Du coup, les protocoles que nous utiliserons vont être ceux copiés du protocole adulte avec une adaptation des doses. Diapositive, je ne veux pas insister là-dessus. Diapositive. Hein. La prévention, bien sûr, va passer par les mesures barrières habituelles. Je pense que le professeur en a parlé. Et la question de la vaccination, elle a répondu. Diapositive. Diapositive, je vous en prie. Autre particularité, je pense que là, le gynécologue a fait un clin d'œil par rapport à ça. La mère et l'enfant, l'infection mère et enfant. Il faut dire que contrairement au SARS-CoV-1 et le N1H1, il ne semble pas que la femme enceinte soit à risque augmenté d'infection plus sévère que dans le SARS-CoV-2. Toutefois, comme toute maladie qui va affecter les voies respiratoires d'une femme enceinte et causer beaucoup de fièvre, le risque d'accouchement prématuré et de retard de croissance va être augmenté. Et la transmission mère-enfant, Jean-Jacques a fait déjà un clin d'œil, je ne reviens pas dessus. Également, il nous a dit que ce que
Et je répète ici qu'on a retrouvé déjà dans que les mamans transmettraient déjà des immunoglobulines à leurs enfants. Et également, il a été démontré que la présence des IgM dans le sang des nouveau-nés de mère infectés quelques heures après la naissance, ce qui suggère que indirectement qu'il y a quand même un risque de transmission étant donné que les IgM ne traversent pas la barrière placentaire. Diapositive. Diapositive. Voilà, quelques données du Cameroun. La surveillance épidémiologique du Cameroun. Diapositive. J'ai pu trouver ceci pour vous présenter. Diapositive, je vous en prie. Ceci, c'est des figures que nous connaissons, la courbe de l'évolution des cas de COVID par PCR au Cameroun de la 11e semaine épidémiologique à la 53e. Et également, la deuxième, c'est la courbe de positivité globale par PCR. Ça, c'est les données du Cameroun dans le bulletin de la semaine épidémiologique. Diapositive. Je ne commente pas beaucoup, c'est des chiffres qui sont connus. Je me suis arrêté également sur cette diapositive qui vient toujours des épidémiologistes camerounais, qui montre la situation en milieu scolaire à la 52e semaine épidémiologique au Cameroun. Ce qui m'intéresse ici, c'est le dépistage fait essentiellement par région étant des écoles de l'enseignement de base, l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Cumulé, on se rend compte qu'au total, on a dépisté 36 100 enfants avec 550 cas positifs, ce qui va nous donner à peu près 1,52%. Contre également, pendant la même période, le dépistage fait chez les enseignants, c'est 22 514, on a eu 108 enseignants positifs, ce qui va nous donner à peu près 0,47%. Diapositive. Diapositive. Je vais terminer mon propos en présentant cette diapositive cette étude, ce travail qui a été fait à Yaoundé par l'équipe du professeur Chello, qui montre que pendant la pandémie, au cours de l'année 2020, on a remarqué qu'il y avait une baisse drastique des hospitalisations avec, paradoxalement, une augmentation du nombre de décès. Mais ces décès n'étaient pas dus directement au coronavirus, mais plutôt du fait des maladies usuelles pour lesquelles les malades sont arrivés en retard à l'hôpital et donc le nombre de décès a augmenté, cela étant la conséquence soit du confinement ou encore de la peur, de la grande peur qui s'était installée dans la population. Donc, paradoxalement, moins d'hospitalisation, la fréquentation a baissé, il y a moins d'hospitalisation, mais plus de décès arrivés aux urgences, des arrivés décédés également. Voilà ce que j'avais préparé pour la discussion, pour ce qui est de la particularité pédiatrique de la pandémie. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Christophe, pour cette brillante présentation. Je crois qu'en boitant le pas, Evelyne, tu nous as essentiellement rappelé que l'infection est soit très peu fréquente chez les enfants et même quand ils ont l'infection, ils ont tendance à ne pas faire des symptômes ou donc de faire la forme mineure de la maladie. Donc, ce qui fait que l'avancée de la recherche est un peu en arrière chez cette population par rapport à la population adulte. Et tu as conclu en nous montrant ces données du Cameroun, vraiment intéressantes, qui montrent que le dépistage, en fait, chez les enfants, rapporte plutôt
des taux d'infection extrêmement faibles. Mais ce qui est troublant, c'est cet impact de l'épidémie sur la fréquentation des hôpitaux, enfin des services de pédiatrie, et avec comme incidence une augmentation de la mortalité. En fait, on devait avoir un autre orateur qui aurait été le délégué provincial, pardon, régional de la santé publique pour le Sud-Ouest. Je pense qu'il a des difficultés à se connecter. Donc, je vais présenter ses excuses. Je ne pense pas qu'il soit en mesure de se connecter avant la fin de ce webinaire. Et je vais aussi profiter pour remercier l'audience pour toute la discipline et remercier aussi les collègues pour ces excellentes communications. Et de ce fait, donc, me soustraire de mon rôle de co-modérateur et passer la parole à Emmanuel pour la phase de questions et pour la conclusion de ce webinaire. Merci beaucoup.